Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire consacré entièrement à la gauche. Parce que cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est elle qui a mis un peu le là en fait à ce dont on a parlé politiquement. Notamment, nous c'est ça qu'on a vu avec Catherine, c'est que samedi dernier, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et l'Après Et Debout et et Génération. Génération et d'autres partis ont acté le principe d'une primaire, donc d'une partie de la gauche, dont le vote de cette primaire, ça aura lieu le 11 octobre prochain. Et c'est vrai que on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'est véritablement le coup d'envoi de la présidentielle 2027. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde s'est mis. Alors, Gérald Darmanin est allé sur LCI donner son programme présidentiel. Gabriel Attal a fait des interviews pour expliquer voilà, pourquoi il sera président. La Nouvelle République. Et une nuit de la Nouvelle République, exactement, avec un intervieweur qui était de l'intelligence artificielle, cette Nouvelle République. Bref, lunaire. Mais voilà, ça c'est... Et à gauche aussi, on va dire, les tectoniques des plaques ont aussi commencé. Parce que je vous ai donné donc le cadre de cette primaire. Il y a bien sûr ce qu'il y a de hors cadre à gauche. D'un côté, la France Insoumise et le Parti communiste qui ne veulent pas participer à cette primaire. Et puis, de l'autre côté, Raphaël Glucksmann et Place Publique, mais aussi divers acteurs du Parti socialiste, hein, qui disent clairement, bon, bah, nous, en fait, on trouve ça pourri. Par exemple, Carole Delga, par exemple, Patrick Kanner, qui a dit qu'il trouvait ça, il voyait pas trop comment ça pourrait se faire, etc. Donc, tu as des cadors socialistes qui disent, nous, ça nous intéresse pas cette primaire. Donc, François Hollande. François Hollande, exactement, et non des moindres dans les acteurs. Voilà, donc ça, c'est pour le cadre général. Alors, après, peut-être d'abord, voilà, on va interroger ce cadre, après on rentrera dans les différentes propositions qui sont faites. Toi, déjà, qu'est-ce que tu as à dire, en fait, de ce brossage de tableau général? Oui, je suis d'accord avec toi pour dire que ça a boosté et mis d'un seul coup 2027 au cœur de l'actualité. Tu l'as dit pour la droite et même Édouard Philippe qui a lancé sa campagne en disant que c'était pour lui la condition, enfin gagner Le Havre était la condition pour lui de se présenter à l'élection présidentielle. Il a face à lui le député communiste Lecoq dont on dit qu'il fait une très bonne campagne. Donc voilà, force à Lecoq. Ça, c'est pour la droite, mais on a dit qu'on n'en parlait pas trop. Et par contre, à gauche, c'est à peu près tout le monde, cette semaine, a pris position. Et en fait, je pense qu'il y a un débat qui s'est noué assez fortement au Parti socialiste, avec des prises de position, dont une qui est... il y a deux positions qui se défendent et qui s'affrontent au Parti socialiste. La première de Raphaël Glucksmann, qui l'a exprimée chez Apolline de Malher. On peut écouter l'extrait. Moi, ce que je propose à mes partenaires socialistes, c'est de faire une plateforme commune qui permette ensuite d'enclencher une dynamique électorale. Ce que je veux, c'est que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Et sur les retraites, à 60 ans ou pas, sur la construction d'une Europe puissante, sur la défense européenne, sur tout un tas de sujets, sur l'énergie, nous ne sommes pas d'accord entre nous avec les gens qui participent à cette primaire. Donc, si l'idée c'est de faire une synthèse, une sorte de gloubi-boulga qui met la poussière sous le tapis, ça ne fonctionnera pas. Dans cet entretien, Raphaël Glucksmann justifie son refus de participer à la primaire parce que pour lui ça n'a pas de sens politique, parce que il y a trop de désaccords entre les différents acteurs. Ça, c'est la première chose. Et puis que la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas d'accord non plus sur le périmètre politique, puisque à l'intérieur de la primaire, un certain nombre de participants, enfin de partis représentés dans ce processus, continue de dire qu'elle doit être ouverte à toute la gauche et donc bien sûr à la France insoumise. Donc c'est le cas notamment des écologistes, c'est le cas de Debout, c'est le cas de l'Après. Génération, j'imagine que c'est aussi leur cas, mais j'en sais rien sur Génération.
Bref, donc tandis que lui dit avec les insoumis, c'est quelque chose de ontologique, donc nous ne pouvons pas faire alliance avec la France insoumise. Donc là, il faudra déjà qu'il nous explique comment est-ce qu'il envisage de gagner une majorité s'il commence par décider que la France insoumise, il la met de côté. Deuxième problème qui est pas des moindres, arithmétiquement, c'est une première question, mais la deuxième, c'est que si on veut faire sans les gens que la France insoumise mobilise, c'est-à-dire en particulier les jeunes étudiants pour aller vite et les quartiers populaires, ça va être compliqué quand même d'avoir une gauche dynamique si on décide qu'on tire la langue à tout ce monde-là. Bon, donc Raphaël Glucksmann, lui, il dit non. Et la direction du Parti socialiste, je trouve qu'elle a répondu de manière assez engagée et assez forte en disant, bon, on est d'accord, on a bien entendu votre proposition fort intéressante, Monsieur Hollande et Monsieur Glucksmann, de faire une fédération qui va rassembler Olivier Faure, Glucksmann, Hollande et comment il s'appelle? Cazeneuve, voilà. Monsieur Nœud Papillon. Monsieur Nœud Papillon. Il n'a pas de nœud papillon. Je sais pas pourquoi tu dis toujours Monsieur Nœud Papillon. Ah bon, il n'a pas de... Non, il a une espèce de cravate jabot. Ah d'accord. Genre, Bon, enfin Monsieur Vieux Jeu quoi. En tout cas, il dit bon si on met tout ce monde-là ensemble, c'est bien. On est proches les uns des autres, mais on n'élargit pas beaucoup le spectre, quoi. Ça veut dire que ça fait 12 à 15% au grand max, et qu'on n'est pas prêt de d'aller au second tour avec un tel périmètre. Donc, la direction du Parti socialiste a comme premier argument que pour aller au second tour, il faut avoir un champ de rassemblement plus large. Je pense qu'ils ont une certaine quand même idée que c'est pas à 15% qu'on gagne. C'est pas à partir d'une telle base qu'on peut gagner. Et puis la deuxième chose qu'il dit, c'est que comment prétendre rassembler la France et avoir peur d'une primaire, ne pas vouloir se présenter dans une primaire quand on pense pouvoir rassembler 51% des Français. Donc il dit non, nous il faut qu'on y aille parce qu'on n'a pas peur. Ce à quoi les amis de Hollande, Glucksmann & Co répondent qu'ils ont peur, en effet, que cette primaire ne débouche sur le choix d'un candidat qui serait plus à gauche que leur propre vision. Ça, c'est certain que quand on va faire une primaire, on n'est pas certain que ce soit d'être le vainqueur. Ouais, faut admettre l'idée que la gauche est plurielle, elle est diverse et que peut-être c'est pas sa propre proposition qui va sortir en tête. Donc voilà, je trouve que j'ai l'impression quand même que la direction du Parti socialiste utilise des arguments politiques qui sont assez simples à énoncer et à comprendre, et que donc ils peuvent être entendus quand ils vont être soumis au vote des militants socialistes, puisque dès le lendemain des municipales, ça sera ça le débat au PS. Est-ce que le PS bat ou pas dans la primaire? Mais c'est ça, en fait, l'enjeu de la vision de Raphaël Glucksmann et compagnie, et de ceux qui sont les tenants de la primaire, c'est est-ce qu'il existe deux gauches réconciliables, ou est-ce que c'est un fantasme, un outil en fait qui est utilisé pour essayer de faire gagner Raphaël Glucksmann ou François Hollande, ou de l'autre côté d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est que cette théorie qui a été imaginée dans la tête de Manuel Valls au tournant des années 2010, elle est en train de devenir une réalité. Ou en tout cas, il y a des acteurs du champ politique qui sont en train de la construire, en fait, patiemment depuis maintenant une dizaine d'années. Et là, ça s'accélère. Et Raphaël Glucksmann, quand il dit « moi, je veux une plateforme où il n'y a pas la France insoumise », en fait, il te dit il y a deux gauches qui n'ont absolument rien à voir, qui ne sont pas de même nature. Un peu comme de l'autre côté de l'échiquier politique, il y aurait la droite dite républicaine et l'extrême droite, tu vois, pas parce que il y a le mot droite dans les deux trucs, mais ça veut pas dire qu'il y a une continuité. Lui, il pense qu'il y a une rupture, Raphaël Glucksmann, entre la gauche et Jean-Luc Mélenchon. Le seul problème, c'est que, et là où je pense qu'il a fondamentalement tort, c'est que ça existe peut-être à la limite
à l'Assemblée nationale, à la limite dans des réunions, lorsque on réunit Aurélien Rousseau, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Jean-Luc Mélenchon, Paul Vannier et Clémence Guettet. Voilà, quand ces gens-là se rencontrent dans un bureau, évidemment, là, on peut peut-être te dire qu'il y a deux gauches irréconciliables. En revanche, lorsqu'il s'agit des gens, en fait, des gens qui s'estiment de gauche, là, il n'y a plus de gauche irréconciliable. On l'a vu en 2017 et en 2022, tout le monde a voté pour Jean-Luc Mélenchon à gauche, tu vois, enfin, à part à Epsilon près, et c'est pas les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon Oui, 4 en cinquièmes 2022. des gens de gauche ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Et ça ne veut pas dire que 4/5 de gens de gauche sont des mélenchonistes, mais c'est des gens qui considèrent que on vote pour le candidat qui est le plus susceptible de passer au second tour, en l'espèce. De la même manière, le peuple de gauche qui s'est largement mobilisé en 2024 pour faire pour pousser au cul les partis politiques et leur dire nous on veut un nouveau Front populaire, on veut une gauche unie parce que là il y a péril dans la demeure et il y a le Rassemblement national qui menace de prendre le pouvoir. Pareil en fait, et encore une fois les états-majors ils étaient pas trop d'accord, hein. Ils étaient là à dire oh ouais, peut-être pas, attends mais moi je suis insoumis, qu'est-ce que j'irais faire avec ces socialistes, alors que moi ils étaient tous socialistes, mais enfin ça c'est une autre question, mais genre qu'est-ce que j'irais faire avec ces socialistes socio-libéraux, socio-traîtres, et pareil les autres, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens qui sont que je considère comme des antisémites. Et pourtant, à la fin, ils ont quand même fait alliance parce que la réalité en fait sociopolitique du paysage français, c'est que il y a qu'une seule gauche, que les gens quand ils se considèrent de gauche, ils votent à gauche. Voilà. Et donc ça, il va falloir que le Glucksmann il se mette ça dans la tête, mais aussi le Mélenchon il se mette ça dans la tête en fait. Que c'est la réalité en fait politique, et que ce qui se passe à l'Assemblée nationale et sur les plateaux de télé et sur les réseaux sociaux, c'est la phase émergée toute petite d'un iceberg qui, à mon avis, n'est pas forcément la réalité. Néanmoins, en fait, à force de semer en fait les graines de cette culture politique épouvantable et de nous faire croire en fait qu'il existe de gauche irréconciliable, oui, au bout d'un moment, il va y avoir de gauche irréconciliable, tu vois. À un moment, on va les inventer en fait, ces deux gauches irréconciliables. Elles vont devenir une réalité. Mais je pense qu'on est en 2026. Pour l'instant, elles n'existent pas. Mais ça, c'est un pari que je fais. Oui, enfin bon, comme ça fait un peu plus de 100 ans que maintenant la gauche française, en tout cas, est divisée entre le camp des réformistes et le camp des révolutionnaires. Ils ont passé des moments où ça a été très tendu, puis des moments où ça a été ensemble. Et là, on est dans un moment très tendu, mais au bout du bout, de toute manière, je dirais, les fondamentaux et les racines, elles sont communes. Elles s'ancrent dans notre histoire, elles s'ancrent dans des combats et elles sont dans nos préoccupations, qui s'appelle l'écologie, qui s'appelle le refus du fascisme qui se généralise, qui s'appelle le combat pour l'égalité. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est tellement fondamental qu'il y a quelque chose qui unifie ce monde de gauche, de la gauche, que je pense qu'ils peuvent toujours se raconter d'histoires qui peuvent pas se parler, et que c'est impossible de travailler ensemble. L'histoire ne montre pas ça, et l'histoire elle commence à être longue. La deuxième chose qui est importante dans le débat qui s'est noué cette semaine, enfin, elle s'est pas nouée que cette semaine, hein, ça fait un moment qu'il y a cette discussion, c'est en fait l'idée que il y aura un candidat qui va finir par s'imposer au bout du bout, c'est-à-dire un peu comme les autres fois, Mélenchon avait fini par s'imposer comme étant le candidat de rassemblement parce que le plus crédible, voire le seul crédible pour emmener la gauche au second tour, et que donc ça donne beaucoup de chance à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et qui n'a pas besoin de se casser les pieds à aller vers une primaire de la gauche. Et ça, c'est une discussion. En fait, l'idée, c'est finalement cette unification. Il n'y a qu'à avoir 5-6 candidatures, comme d'habitude, puis au bout du bout, la campagne va décanter tout ça, et on en aura un qui va émerger. Et que très probablement ce sera Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est le meilleur tribun, c'est aussi celui qui a l'organisation la plus solide désormais à gauche. Et c'est pas simplement tribun, c'est pas terrible comme expression, parce qu'en fait c'est pas simplement un art oratoire, c'est que c'est lui qui a un discours le plus charpenté, le plus solide, qui a la stature, quoi. Et que donc c'est lui qui va gagner parce qu'il y aura personne à son niveau, et que donc il va écraser le match comme ça.
Et donc, il y a une discussion sur, au fond, d'accord, Jean-Luc Mélenchon, il peut gagner, écraser tout le monde au premier tour et emmener la gauche au second tour. Est-ce qu'il peut gagner? Il y a eu une émission qui a eu un gros succès sur Mediapart. Le titre était Jean-Luc Mélenchon peut-il gagner en 2027? Alors tout le monde veut savoir si Jean-Luc Mélenchon peut gagner en 2027. Donc il y a plus de 400 000 personnes qui ont regardé ce débat qui avait donc entre Rémi Lefebvre, Politis, Et Emmanuel Savera, qui est un sociologue très à gauche. Hein, il se présente lui-même comme étant un libertaire qui a été longtemps au NPA, et voilà. Et qui est spécialiste aussi de l'électorat de la France Insoumise. Et qui fait des analyses politiques. Et ils ont eu une discussion que j'ai trouvée intéressante, mais dans cette discussion, j'ai trouvé en particulier que Rémi Lefebvre émettait, alors lui, il est partisan de cette primaire, pour une raison, il y en a beaucoup qu'on a légèrement balayé comme ça, mais lui, il avance un argument que je trouve qui doit être considéré. On vous laisse écouter. Un élément auquel je ne crois pas du tout, c'est l'idée, mais vraiment ça c'est l'argument, c'est l'idée que les macronistes puissent voter pour Mélenchon au deuxième tour face à Bardella. Ça, je pense qu'aujourd'hui tu sous-estimes la droitisation de ces électeurs qui sont plus du tout progressistes pour une large partie d'entre eux, et donc je ne vois pas comment ces électeurs macronistes et qui aujourd'hui soutiennent, qui très clairement ont beaucoup plus peur de Mélenchon que de Bardella, parce que en fait il y a aussi finalement des éléments économiques, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on l'a vu dans le débat parlementaire, les macronistes et les électeurs suivent sont en fait très très hostiles sont très attachés à la politique de l'offre que Bardella ne remettra pas en cause, et ils pensent globalement qu'avec Bardella on pourra s'en sortir, alors que Mélenchon c'est la révolution. Et ils ont tous voté contre la taxation des riches, par voilà. exemple, Et donc des macronistes au RN. Donc dans ce passage, Rémi Lefebvre dit, au fond, il faut prendre au sérieux l'évolution politique du centre droit ou de la Macronie, qui est devenue de plus en plus le centre, parce qu'au départ c'était pas le centre droit, la Macronie on dit c'est le centre, puis après on s'est dit que c'était le centre droit, puis maintenant on dit que c'est la droite, et puis qu'en fait, ce qu'il dit très bien, quoi, c'est en fait ce ne sont plus des progressistes, et ce sont des gens qui pensent pouvoir composer avec le Rassemblement national. Les effets de dédiabolisation ne sont pas sans effet, enfin sans conséquences concrètes. La multiplication des projets totalement invraisemblables du point de vue des droits individuels ou collectifs, de la remise en cause des libertés qui sont soutenus par le gouvernement et qui en fait installent un climat, je veux dire, qui rend possible l'acceptation de l'extrême droite. Rémi Lefebvre met une grosse alerte sur cette situation en disant, si vous croyez que dans ces conditions, 50% des gens peuvent voter pour Jean-Luc Mélenchon, vous vous trompez. Et j'ai trouvé que c'était une alerte à double tranchant d'ailleurs, parce que ça veut dire aussi que il faut arriver à trouver une proposition qui soit suffisamment porteuse à gauche, qui parle à la gauche, pour que la gauche se mobilise, qu'elle ait un élan pour aller au second tour et ensuite l'emporter. Ça veut dire que ça peut pas être une proposition toute raplapla, comme nous l'a fait en permanence en ce moment Raphaël Glucksmann, qui est déconcertant de platitude dans ses interventions. Oui, je comprends en fait ce qu'essaye de dire Rémi Lefebvre. Je le rapproche en fait d'un débat, d'ailleurs, que les deux sociologues politistes là ont eu sur le plateau de Aléa Libre. Oui, donc ça veut dire, pardon, je sais pas si je l'ai dit clairement, c'est qu'il dit Jean-Luc Mélenchon, dans les conditions politiques de la France d'aujourd'hui, ne peut pas rassembler 50% des électeurs. Parce qu'il serait trop à gauche. Parce qu'il est trop à gauche, parce qu'il est trop détesté
dont tout le monde rappelle qu'il est aujourd'hui la personnalité, enfin tout le monde, de nombreuses personnes ont en tête et disent qu'il est la personnalité qui est la plus détestée par les Français. Bon, alors c'est quand même sujet à caution ces trucs-là, mais en tout cas, il dit, tout le monde croit que Jean-Luc Mélenchon renaît toujours de ses cendres tel un phénix. Il dit, il n'y a pas de loi écrite et c'est pas sûr que la 4e candidature va pouvoir produire un effet de renaissance comme les fois précédentes, et qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude sur Jean-Luc Mélenchon qui est déjà partagée et installée. Donc voilà, c'est ça l'argument de Rémi Lefebvre. Oui, mais au fond, ce que dit Lefebvre, moi, je le rapprocherais comme quelque chose qui est assez souvent convoqué dans l'argumentaire de certains et certaines à gauche, c'est ce qu'a développé Vincent Tibéry dans son livre sur la droitisation de la France. Parce que ce que raconte Vincent Tibéry, c'est d'ailleurs très intéressant et surtout très convaincant. En gros, il dit il n'y a pas de droitisation de la France parce que sur une foultitude de points, en fait, ça dépend comment tu regardes les paramètres. Évidemment, si tu ajoutes les gens de droite et d'extrême droite à l'Assemblée nationale, évidemment, tu te dis ah bah tiens, les Français sont à droite. Tu vois, en plus, si tu rajoutes le Sénat et le gouvernement, bon bah c'est bon, on est de droite. Mais lui, il a une analyse plus fine en fait de ce que ça veut dire en fait être de gauche ou être de droite. Il le rapproche de il prend plein de paramètres et il dit voilà, c'est pas tout à fait juste. Moi, je pense qu'il faut faire attention en fait à la façon dont on utilise, dont on manipule cela, parce que c'est ça qu'il dit Rémi Lefebvre en fait. Quand il dit genre les macronistes en gros ils sont passés à droite toutes, tu vois, ce ne sont plus des progressistes, donc ils ne pourront plus jamais voter à gauche. En tous les cas, pas pour une vraie gauche entre guillemets comme celle de Jean-Luc Mélenchon, notamment parce que il le dit, hein, ils sont attachés à la politique de l'offre, blablabla, blablabla. En vérité, ce qu'il est en train de dire, c'est que bon, bah, il y a une majorité de Français en fait qui n'est pas de gauche. Donc en fait, il dit l'inverse de ce que dit Vincent Tibéry. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut réfléchir à c'est quoi exactement, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de politique. On a parfois tendance, et j'ai trouvé que le débat d'Alain Libre en fait tournait souvent autour de ça, c'est savoir genre les qualités et les défauts de Monsieur Mélenchon. Bon, d'accord, ok, il a des qualités, il a des défauts, mais est-ce que c'est un tribun, est-ce qu'il parle bien? Et même, je vais même te dire, je vais même aller plus loin, c'est même la qualité en fait de ses propositions, de son programme et de son projet. Je dis pas que c'est secondaire, je pense que ça a sa place, mais il y a aussi en fait la configuration sociopolitique, la réalité en fait des dynamiques qui sont à l'œuvre dans notre pays. Et évidemment que les partis politiques ont maille à partir, en fait, avec ces dynamiques. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs de ces dynamiques, tu vois. Il y a, et la qualité, par exemple, le brouillage de notre paysage politique, la désaffection, en fait, la perte de repères, en fait, par rapport à la mondialisation, etc., tu vois, fait que évidemment, lorsque par exemple Jean-Luc Mélenchon parle, et Jean-Luc Mélenchon, il parle comme un homme du XXe siècle, hein, enfin, il parle pas comme un homme du XXIe. Il parle très très bien comme un homme du XXe siècle. Il a des références qui sont celles de l'histoire du mouvement ouvrier du XXe siècle. Et lorsqu'il parle, je me dis, mais est-ce qu'il est susceptible de offrir un début de solution, un horizon, en fait, à la réalité de ces problèmes-là. Et je dis pas que son projet est incohérent. Le projet de Jean-Luc Mélenchon, honnêtement, il est cohérent. Et en plus, il travaille sa cohérence depuis maintenant longtemps. Mais est-ce qu'il est raccord? Est-ce qu'au bout d'un moment, il va réussir à cristalliser, en fait, les votes des gens? Et c'est ça l'objectif. Et le problème, c'est que moi, je sais pas si la France est à droite ou à gauche ou je sais pas quoi. Ce que je vois, c'est que de plus en plus, le rejet total de la politique, parce que de toute façon, tous ces gens sont des menteurs, sont vénaux, sont attirés par le pouvoir et ce sont des querelles d'ego. Ça, le truc, c'est des querelles d'ego. C'est la première. Quand tu parles de politique, ah non, 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 la politique, j'en peux plus de leurs querelles d'ego, tu vois. Ça revient en permanence. Ça touche aussi Jean-Luc Mélenchon et ça touche Jordan Bardella. Alors un peu moins parce que Jordan Bardella, on a l'impression qu'on n'a jamais dit l'extrême droite. Ça, c'est dans la tête de beaucoup de gens. Mais ça touche toute une large partie du champ politique. Ce que je veux dire, c'est que la réflexion en fait sur la réalité du substrat sur lequel
sont assis, en fait, ces partis politiques, ces candidatures, etc. Je pense qu'à les premières, parfois, on l'oublie un peu. Et Jean-Luc Mélenchon et tous les autres, d'ailleurs, candidats avec du Glucksmann, ils sont là en disant, attends, est-ce que mon projet est bien ficelé? Est-ce que je vais bien le raconter au JT de TF1 ou de France 2? Est-ce que je vais être bon dans les débats? Est-ce que je vais faire des bons visuels sur les réseaux sociaux? Ah ben oui, mais t'auras beau faire tout ça bien, si c'est pas raccord, en fait, si ça n'arrive pas à cristalliser genre les dynamiques en fait qui sont à l'œuvre, bon bah on peut tout foutre par la fenêtre et puis genre ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça le plus important. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour revenir à cette discussion à l'air libre, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que dit Rémi Lefebvre, c'est il dit on a des électeurs de la Macronie qui sont attachés à la politique de l'offre et ils pensent que ça va le faire avec Bardella. Mais en même temps, tu as toutes les études et on en a parlé un jour dans une newsletter, il y a une vraie coupure sur leur relation à l'extrême droite. Or, ça va être l'enjeu principal de l'élection de 2027. C'est-à-dire que tu as une partie de plus en plus importante des électeurs de droite, de LR, qui sont prêts à passer à l'extrême droite, à voter à l'extrême droite, à se s'allier avec l'extrême droite. Maintenant, c'est à peu près 50-50 et ça ne cesse de progresser. Tandis que du côté de la Macronie, il y a encore la coupure. C'est-à-dire que ce que dit Rémi Lefebvre, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se présente comme un radical, et il ne cesse de le dire, hein, je suis un collectiviste, c'est le terme qu'il emploie pour se caractériser lui-même. Il dit Jean-Luc Mélenchon ne peut pas parler à cet électorat-là, mais ça ne veut pas dire que l'électorat du centre de la Macronie est un électorat perdu et qu'il faut qu'on ait une gauche à 50% pour gagner en 2027. Parce que si le seul objectif pour gagner en 2027, c'est une gauche à 50%, là, ça va être compliqué parce que la gauche, elle est tellement bas et elle est basse de sa propre faute. Hein. Je veux dire, quand je dis sa propre faute, ça ne veut pas dire chacun est responsable. Mais globalement, on a une gauche qui n'a pas travaillé et proposé des choses qui permettent de faire face aux défis du monde. Donc, elle est à 30%, c'est-à-dire qu'elle est dans un étiage le plus bas qu'elle n'a jamais connu de toute son histoire. Donc, il va bien falloir aussi pouvoir s'ouvrir au-delà de la gauche. C'est l'argument d'ailleurs de Raphaël Glucksmann. Glucksmann, il dit « Moi, je suis capable de parler en gros à la Macronie, pas Jean-Luc Mélenchon. » Et que voilà. Le problème, c'est que Raphaël Glucksmann, il n'est pas capable de parler à la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, oui. Mais donc, est-ce qu'il existe une solution qui est franchement de gauche et qui n'est pas construite sur le clivage qui rende impossible un rassemblement de second tour qui devient majoritaire pour pouvoir mobiliser les ressorts qui sont les ressorts républicains et antifascistes quand ils existent, mais en tout cas républicains, et qui restent quand même, moi je le crois, majoritaires dans notre pays, et en tout cas très majoritaires au-delà de la gauche. Du côté de la Macronie, pour l'instant, malgré les bêtises de Gabriel Attal, ils ne sont pas encore passés de l'autre côté du miroir, quoi. Il y a un parti dont on n'a pas parlé parce qu'on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, on a parlé de Raphaël Glucksmann, mais il y a aussi Fabien Roussel et le Parti communiste qui ne vont pas participer à la primaire. Oui. Ils devraient se décider à leur congrès début juillet. Je pense que c'est quand même une question qui divise beaucoup à l'intérieur du Parti communiste. De toute manière, on va reparler tout à la fin. Toutefois, on a dit qu'on se dirait quelques mots sur les divisions au sein des écolos. On a dit qu'il y a une division au sein du Parti socialiste. Les écologistes sont assez divisés et le Parti communiste sont très divisés. Donc, il y a que les insoumis qui sont vraiment, et d'ailleurs, ça fait partie de leur force, hein, c'est d'être soudés. Faut dire que si t'es pas soudé, t'es purgé, quoi. Donc, ça aide à rester soudé. Mais au Parti communiste, ils sont très divisés et ça va être l'enjeu de leur congrès de savoir si le Parti communiste continue de faire cavalier seul ou s'ils prennent acte, de l'état, des enjeux de la situation politique, c'est-à-dire rassembler ses forces pour aller au second tour et gagner, et deux, s'ils quand même
comprennent un tout petit peu que la politique, ça a à voir avec la possibilité, avec la crédibilité politique. Le Parti communiste, aujourd'hui, n'a plus le poids de faire une proposition politique crédible, quand bien même leur programme, il serait merveilleusement bien écrit et étudié sous tous les angles par leurs éminents économistes. Ils n'ont pas le poids politique, la dynamique, les énergies pour représenter une force politique capable de gagner. Donc c'est la folie, leur truc. Et en même temps, Fabien Roussel, il joue gros lui aussi, parce que dans le Nord, il a dit en gros que, enfin, il n'a pas dit ça, mais s'il perd sa mairie à Saint-Amand. à Saint-Amand-les-Eaux, c'est un peu comme pour Le Havre, Édouard Philippe, perdre sa mairie, c'est pas sans conséquence sur ses possibilités de se présenter. Et s'il n'y a pas Fabien Roussel, je pense que la cacarinette communiste va redescendre, ils vont revenir à des choses plus raisonnables, d'autant que, encore une fois, il y a des gens très 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 bien au Parti communiste qui se battent dans cette direction. Deux choses sur le Parti communiste. La première, c'est que leur présence ou non dans la primaire est pas sans importance, n'est pas anecdotique. Parce que le Parti communiste, au-delà du fait que c'est une histoire, c'est aussi une culture et c'est aussi un positionnement par rapport aux problèmes du monde, par rapport au monde du travail, etc., qui est important. Et leur participation à une primaire où il y aurait les écologistes, en gros, les deux plus gros partis, c'est quand même les écologistes et les socialistes. S'il y a en plus les communistes, ça ne veut pas dire la même chose que s'il n'y a pas les communistes, quoi. Donc, je pense ce serait important qu'ils participent à cette primaire. La deuxième chose, c'est que ce que tu dis sur se présenter, en gros, l'idée des communistes qui veulent une candidature autonome à la présidentielle, c'est de dire ah oui, mais il y a que ça qu'on d'une dit. partie. D'une partie, exactement. Mais c'est eux qui ont remporté, c'est cette option qui avait gagné en 2022, puisque Fabien Roussel s'était présenté. En fait, c'est de dire, nous n'existons au niveau national que si nous avons une candidature à l'élection présidentielle, parce que ça fait une surface médiatique, parce que ça nous rend, ça nous identifie. Ce qui est pas totalement faux, hein. Enfin, toi, tu lèves les yeux au ciel, mais c'est pas le Parti communiste, grâce à Fabien Roussel, et notamment grâce au fait qu'il a réussi, il s'est présenté en 2022, quand bien même on peut dire qu'il est responsable de ne pas avoir fait passer Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour avec ses 2,5%, tu vois. Mais nonobstant ce fait, il a aujourd'hui une stature. Vas-y, dis-moi quelle est. Je parle pas de l'histoire. Je parle pas d'histoire. Quelle est l'idée que le Parti communiste défend aujourd'hui? Okay. Ce que je veux dire, c'est que oui, on connaît Fabien Roussel, et d'ailleurs Fabien Roussel est secrétaire du Parti communiste depuis 2018. C'est-à-dire que ça commence à faire un peu avec la promesse de PCF is back. Bon, il y a Fabien Roussel est connu, reconnu dans la rue, plutôt apprécié par les Français, plutôt sympathique. Et de fait, moi, je le trouve plutôt sympathique quand il rigole ou je sais pas quoi, qui fait sa pêche à la ligne et qui fait, il nous raconte sa vie d'homme du Nord. Il le fait très bien. Bon. Je lui fais absolument pas les procès que lui fait la France insoumise de je sais pas quoi d'être la France, pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'il raconte? Que dit le Parti communiste comme idée qui nous a fait dit quelque chose, quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit une chose? Non. Bon, alors c'est un problème quand même, hein, quand tu veux affirmer ton... Je t'ai pas dit que c'était pas un problème, tu vois. Enfin, ils essayent, en tout cas Fabien Roussel, une fois tous les 6 mois, tu vois, essaye de reparler du travail. Voilà, un peu plus que des travailleurs. Comment ça, reparler du travail? Il essaye. C'est l'objet de ses bouquins. Il fait des séquences, tu vois, où il dit, allez, je vais aller parler du travail. Voilà, moi, j'ai parlé de la France du travail. Il en dit quoi? Il a dit quoi? Je te dis pas. Bon, je suis pas en train de défendre Fabien Roussel, tu vois. Non, ça, ce que je veux dire, c'est depuis 2018, maintenant, ça va faire 8 ans qu'il est là. En quoi il est capable d'apporter la démonstration de l'efficacité de sa proposition? Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce que je crois, c'est que par rapport entre Parti communiste is back une fois, 2 fois, 3 fois, et les enjeux politiques qui sont ceux de 2027,
je pense qu'il va... J'ai commencé par dire que j'aimerais bien qu'il participe à cette primaire, tu vois. Et la dernière chose, c'est que genre se présenter en fait au présidentiel, c'est bien, mais à la fin tu finis, bah c'est les trotskistes quoi. Genre c'est super, hein, lutte ouvrière. Je pense que c'est important qu'il soit présent dans le paysage français. Il se présente à toutes les élections. Et genre voilà. Et est-ce que c'est ça, hein, est-ce que c'est à ça que veut ressembler le Parti communiste français? C'est une question, tu vois. Est-ce qu'ils veulent ressembler à la candidature de lutte ouvrière, que je trouve très importante, hein. Enfin, moi, genre, personnellement, je suis très fier d'être dans un pays où, à l'élection présidentielle, il y a une candidature, ou deux d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Voilà. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est très bien de pouvoir se battre sur des idées, les énoncer, et en même temps, la politique, ce n'est pas... c'est quand même un combat. C'est quand même un combat qui doit avoir un effet politique. Je vois pas ce que lutte ouvrière a comme effet politique, sérieusement. Je veux dire, Parce que elle vient aux élections, elle fait une grande déclaration que éventuellement par moment je peux dire ah oui c'est pas mal, mais c'est tellement en dehors de toute réalité politique que ça ne sert absolument à rien. Parce que Je les prouve. trotskiste, mais je dis ça par proposition, c'est une proposition d'avant-garde, elle essaie de faire ça. Quoi? Et genre, mais bah, ils essayent de dire genre, si ils racontent quelque chose, arrête, ne Mais dénigre je ne pas, peux genre, pas. Je ne te dis pas qu'ils ne disent rien. Ce que je te dis, c'est que le problème, moi, mon désaccord avec eux, c'est pas sur le contenu de ce qu'ils disent, c'est sur qu'est-ce que c'est que la politique. La politique, ce n'est pas un cours de philosophie. Parce que t'es La communiste. politique, mais non, pas parce que je suis communiste, c'est parce que la politique, ça a un rapport avec le réel. C'est-à-dire que si tu ne peux pas, si ce que tu racontes n'a aucun impact, aucune influence. Alors toi, c'était communiste? Bah oui, Ah bon? parce que je suis C'est avec nouveau. toi. Ah bon, Je suis collé à toi. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais Et ça, ce que tu racontes, c'est vraiment non, à mon avis, la façon dont, genre, c'est la façon dont pensaient et dont devraient penser encore les communistes aujourd'hui, tu vois. Et t'as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Et genre, mais tout le monde ne pense pas comme ça. Les gens, ils pensent parfois que, genre, bah oui, la politique, c'est aussi des idées. Bah oui, la politique, c'est une avant-garde et on va emmener le reste de travailleurs et de travailleuses. Mais je crois que la politique, c'est des idées. Je pense que le problème de la politique, c'est comment on a des idées et qu'on fait en sorte que ces idées soient comprises, partagées, portées et qu'elles deviennent une force. Je suis d'accord. Si ce ne sont que des idées et qui n'ont aucun impact, aucune adhésion du peuple, bah, je veux dire, moi, je trouve très intéressant le cours de philosophie et il y a plein de marxistes fort intéressants à l'université qu'on peut aller écouter. Alors, en parlant d'idées, dans le cadre de cette primaire, il y a déjà plusieurs candidatures officielles. Donc, Marine Tondelier, pour les écologistes, en décembre dernier, qui avait dit qu'elle participerait à la primaire. Elle avait même fait voter son parti. Alors, cette semaine, elle n'en a pas tellement parlé hein, depuis l'annonce. En revanche, il y en a deux qui ont pris la parole dans le cadre de cette primaire. C'est François Ruffin et Clémentine Autain. François Ruffin est intervenu au journal télévisé de 20h de TF1 et Clémentine Autain, elle a fait une grande interview dans Politis que nous avons lu qui s'appelle Moi présidente. Alors d'abord, on vous propose de regarder la proposition qui a fait le plus couler d'encre de François Ruffin au 20h de TF1. A un peu dérouté tout le monde et il s'est fait bien ramasser par beaucoup de monde, y compris nous d'ailleurs. On a fait une newsletter où on a trouvé que cette proposition était quand même très discutable et qui nous a valu, et ça a été un plaisir pour nous de le publier, une réponse de François Ruffin qui revient sur cette proposition. Et en fait, je trouve que elle permet de réfléchir un pas plus loin. Alors, François Ruffin, comme chacun sait, il est journaliste, réalisateur et journaliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît et pense aussi dans le monde médiatique. C'est-à-dire que ce qu'il a en tête, c'est il faut que quand je parle, ça passe le mur du son. Et là, en effet, ça a passé le mur du son. Tout le monde a dit, François Ruffin fait une proposition démagogique, ça n'existe pas un président de la République au SMIC, ça n'existe pas parce que personne n'a envie d'avoir un président normal. Ça, c'est Patrick Cohen qui a développé ça sur France Inter. Nous, on a dit, c'est un problème parce que si les gens sont payés au SMIC, ça veut dire qu'il y a que les rentiers qui peuvent être élus et que donc c'est quand même un problème démocratique fondamental et que c'est peut-être pas ça aussi comme référence de projet d'avenir que une espèce d'idée de tout le monde au SMIC qui est pas absolument génial. Enfin bref, entre les politiques et les commentateurs, il s'est pris la sauce. Et j'ai trouvé que en fait,
en y réfléchissant, la réponse de Ruffin, enfin en tout cas ce qu'il développe dans le texte que vous pouvez lire sur regard.fr, mais qu'il développe aussi sur ses propres réseaux, est plutôt intéressante parce qu'il dit plusieurs choses. La première qu'il dit, et il veut répondre à quelque chose qui est profond, c'est en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est des problèmes d'ego. Ça, c'est une partie des gens qui disent ça, mais beaucoup disent, en fait, ils pensent qu'à leur gueule et ils veulent s'enrichir. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il annonce en disant « moi, je me paye au SMIC en tant que député et je me paierai au SMIC en tant que président », c'est « je ne fais pas ça pour gagner de l'argent personnellement. Je ne le fais pas par intérêt personnel et par intérêt vénal, enfin pour l'argent ». Ça, c'est quelque chose qui est une réponse, je pense, qui permet d'ouvrir les chakras, qui permet que la parole soit entendue. C'est-à-dire qu'il y a une telle suspicion, une telle défiance, plus que suspicion, à l'égard des politiques, que en faisant cela, il dit vous pouvez m'écouter, moi je vous parle pas à titre pour mes intérêts personnels. La deuxième chose qui est intéressante aussi dedans, c'est que il pointe cette suspicion de corruption très 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 généralisée dans notre pays. Et donc ça, c'est ce qu'il développe dans le texte dans Regard, mais il développe l'idée, en fait, c'est pas simplement par le salaire, c'est que toute la machine d'État est devenue corrompue par son intrication avec les intérêts privés. Et que c'est de cela dont il faut se défaire. Il faut de nouveau séparer l'État et les intérêts privés. Et l'argent. Et l'argent, voilà. Donc, il s'attache aussi à ce deuxième soupçon très très fort qui est donc, vous faites pour vous enrichir, 2, vous êtes corrompu. Et il s'attaque à cette question de la corruption. Et troisième élément, et c'est peut-être le plus important, c'est que je trouve qu'il permet de poser la question, d'abord d'une certaine façon, au fond, la place de l'argent, y compris la place de l'argent dans nos propres projections. C'est-à-dire, au fond, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on vise, est-ce que c'est bien légitime de gagner 20 fois ou 50 fois le SMIC? Il rappelle toujours cette phrase, chacun doit être payé en fonction de son utilité sociale. Et donc, il dit ça, il dit qui mérite 15 fois ou 20 fois le SMIC? Non, il y a des écarts de revenus dans notre pays qui ne sont pas normaux et qui doivent être remis en cause dans l'espace politique pour faire exemple et aussi pour l'obtenir de tous les milliardaires qui aujourd'hui trouvent que la taxe Zuckman, c'est vraiment tellement insupportable. Donc je trouve qu'au fond, voilà, je termine et je te laisse la parole, je trouve qu'au fond, avec cette proposition, un brin démago, un brin populiste, un brin n'importe quoi, en fait, je trouve qu'il a réussi à percer pour parler de quelque chose qui est très important, qui est à la fois de l'ordre de l'argent, jusqu'à combien on en veut, on en rêve, la probité du personnel politique et la séparation finalement de l'État et des intérêts privés. Oui, et je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Je rajouterais que lorsque Catherine et François Ruffin utilisent le terme de corruption, on parle pas forcément en fait de corruption où on pourrait aller porter plainte et puis aller devant un tribunal et puis la justice déciderait que genre il y a une corruption. Il y en a quand même. Hein. Exactement ce que j'allais dire, même si c'est quand même possible. Loïc recense depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir toutes les affaires. On en est quand même à plus de 22 ministres d'Emmanuel Macron qui ont mis en examen. Donc, si tu veux, ça va quoi. Il y a les affaires de sexe. Oui, c'est vrai. Si. Voilà, donc il y a les mecs qui, voilà, bon, bref. Et puis, non mais parce que ce que je voulais dire, c'est que il y a la candidate à la mairie de Paris, quoi, par exemple. Par exemple, elle cumule. 22 condamnations. 22 condamnations. Voilà, 22 condamnations. Donc, ministre condamné quand même. C'est dingue. Non mais voilà, il y a ça. Mais ce dont il parle, en fait, est quelque chose d'encore plus profond. En fait, c'est cette intrication. En fait, c'est au fond, ça sert à quoi l'État? Et
moi, je le rapproche en fait de la commission d'enquête de Fabien Gay, qu'il faut rappeler genre en permanence. C'était à l'été dernier, il avait montré qu'il y avait 220 milliards du budget de l'État qui était alloué sans contrepartie à des entreprises, et majoritairement à des très grandes entreprises. Et c'est-à-dire des entreprises qui font des énormes bénéfices et qui sont distribués ensuite en dividendes aux actionnaires. Eh bien, ça, pour moi, c'est ça aussi qu'il attaque en fait en disant détacher l'État et l'argent. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, comme on a cette impression, mais qui est aussi une réalité, que les cercles en fait de les gens les plus riches et les gens les plus puissants politiquement en fait sont profondément endogames, eh bien ils s'entraident. Et de fait, c'est une réalité. Et je vais te dire, ils s'entraident pas forcément par la corruption, ils s'entraident parce que ils ont la même façon de penser. Et je pense que Emmanuel Macron et les macronistes et les gens qui sont au gouvernement, de façon sincère, en fait, pensent que ah bah oui, on a besoin que Total fasse encore plus de fric et que les actionnaires de Total gagnent encore plus d'argent parce que Total est un fleuron français, etc. Tu vois, ils le pensent pas forcément juste pour dire ah je vais aider mon pote et genre on va détourner de l'argent de l'État. C'est pas ça. Ils sont pas tous liés à Pouilladec ou je sais pas comment ça s'appelle. Pouilladé, oui. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Et peut-être qu'ils le sont aussi, hein, enfin, mais je dis juste que là où le doigt sur lequel se pose François Ruffin, c'est ça. Mais il y a une autre chose qui m'a intrigué, les gens en ont beaucoup moins parlé, mais c'est la première réponse de François Ruffin à Gilles Boulot sur TF1. Il lui dit bon alors vous êtes candidat et pour la présidentielle. Et François Ruffin répond oui, je suis candidat, je serai le candidat de. Je serai le président. Je serai le président. Non, je serai le candidat. Non, allez, non, d'accord. Il dit je serai le candidat de 8 millions de travailleuses et travailleurs essentiels. Et hop, c'est la première fois que j'entendais ça, tu vois, genre, c'est-à-dire que vraiment, il met le doigt, il fait une candidature que dès le départ, il réduit en fait à 8 millions de gens. Et alors que, je rappelle qu'on est près de 70 millions de Français et de Françaises, tu vois. Donc 8 millions, c'est genre un tout petit peu, un peu moins de 10% quoi, des Français. Et se dire que... C'est 20% des salariés, quoi, au moins. Exactement, c'est 20% des salariés, mais ça veut dire qu'il accepte genre les gens qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire à la fois les étudiants et les retraités. Non mais, et quand même les bébés. Et il accepte les bébés, votre parent s'en fout, non, mais je trouve ça très intéressant parce que je vois bien, en fait, il met le scope là-dessus, tu vois, et il dit, moi, c'est pour eux que je vais travailler. Et pour en avoir discuté autour de moi, avec des gens, en fait, qui sont issus qui ont des métiers, ou d'ailleurs pas de métiers, et issus de catégories sociales très différentes, je vois, en fait, à quel point la réalité, en fait, de ce que porte François Ruffin depuis maintenant des années, en fait, les gens commencent à le connaître quand même. Il est de plus en plus connu, même s'il n'est pas encore aussi connu que Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il ne s'est pas encore présenté à l'élection présidentielle. Mais les gens commencent à le connaître et les gens se disent « Oh, mais si François Ruffin devenait président de la République, putain, tout changerait radicalement. » C'est-à-dire que comme il a un rapport au monde, il a un rapport aux autres, tu vois, genre, où genre, il fait pas des courbettes aux puissants, genre, ce qu'il donne à voir, tu vois, c'est un homme dans un environnement, qui est... T'as vu? Il est en pull vert maintenant. Pull vert, et depuis qu'il est candidat, il est en pull vert. Ouais. Ça m'a étonné ce truc-là, c'est que il a même délaissé la veste qu'il avait l'habitude de porter. Non mais voilà, il le présente d'une façon vraiment, tu vois, comme un mec normal, quoi. Tu vois, je disais à Catherine que je suis abonné au compte Instagram de l'Élysée et du président de la République, et donc je vois leurs publications. Enfin, et en fait, toute la journée, mais tous les jours, ils font des salons, ils font des espèces de réunions, ils remettent des médailles diverses et variées aux grands de ce monde. Alors récemment, on rigolait parce que genre ils remettent des médailles alors à Victoria Beckham, je sais pas qui, enfin genre. Mais c'est que des gens, je les connais, enfin genre je connais leur nom quoi. Et on se dit si François Ruffin est élu, mais ce sera pas ce sera l'inverse de ça. En fait, tout ce décorum de face qui aujourd'hui est complètement collé à l'Élysée. Enfin, beaucoup de gens rappellent, et à juste raison, que
la République, notamment la 5e République, c'est le prolongement de la monarchie. Tu vois, genre, il y a la recherche, en fait, d'hommes providentiels pour diriger la France, etc. Il y a quelque chose qui est plus ancien que la République et qu'on a prolongé dans la République. Eh bien, là, Ruffin, on se dit, si jamais il devient président, tout ça va être complètement renversé, chamboulé. On a eu des présidents socialistes, par exemple Mitterrand, mais Mitterrand, il était là-dedans, tu vois, il était dans ce phase, il est grand de ce monde, nanani, nanana, tu vois. Si François Ruffin demain est élu, tout ça, genre, c'est fini, quoi. Genre, c'est genre, il va acheter sa propre vaisselle et il va avoir et il va faire comme Pepe Mujica et recevoir les chefs d'État étrangers sur des chaises en plastique. Pepe Mujica, le président du Paraguay, pendant quelques années, d'Uruguay, pardon, j'ai dit quoi? Paraguay. Pardon. Uruguay, autant pour moi, et Pepe Mujica, il recevait Barack Obama dans les chaises, dans son jardin, dans la maison qu'il n'avait pas quittée pour le palais présidentiel. Tu vois, et c'est quelque chose de très fort et de très puissant. On a l'impression qu'il est porté à voir, mais François Ruffin, il porte la même symbolique. Quand je dis avoir, c'est que c'est pas que je mets en doute que ce serait ça sa pente, ça serait ça sa tendance. Probablement, tout le monde connaît ses carreaux blancs et rouges de sa cuisine, c'est-à-dire que il joue sur cette image et enfin, je veux dire, comme c'est un homme d'image, évidemment que tout ça, il n'y a rien de laissé au hasard, et c'est donc bien cela qu'il a envie d'être et d'incarner. Moi, ce que je peux signaler, c'est que je pense que ça parle à la gauche parce que la gauche ne parle plus au monde populaire, et François Ruffin dit, il ne cesse de répéter je suis de la Picardie, je suis de ce monde où la mondialisation a tout détruit et a mis tant de gens à la fois dans la misère et dans la perte d'estime de soi, et a fait tellement souffrir. Donc il parle à la gauche finalement de ces abandons. Donc ça c'est vrai, mais je suis loin d'être convaincue que ça suffise à faire un projet présidentiel. Mais on est encore à 15 mois et je trouve quand même que l'entrée en matière, elle est assez tonitruante et son démarrage est assez en fanfare parce qu'il a réussi à pointer une question et à poser le préalable, c'est « je ne suis pas un vénal, je ne fais pas ça pour mes intérêts ». En revanche, Clémentine, dans son entretien à Politis, elle est beaucoup moins sur le registre du truc qui est, transgressif, qui va interpeller tout un chacun, même en se disant « oh là là, je la soutiens, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Enfin, ce qui est un peu notre point de vue. On se dit, nous, on aime bien Ruffin aussi, on aime bien Clémentine, on aime bien Ruffin, et on aime bien beaucoup de gens à gauche. Et quand on a entendu Ruffin, on s'est dit « ça va la cacarinette, quoi ». Donc, Clémentine, son entretien, c'est la deuxième fois que tu dis cette expression, ça va la cacarinette. Qu'est-ce que c'est ça? Un peu l'expression de Marseille, c'est Martelly qui l'utilise. Donc, pas corse. Ah, peut-être c'est corse. Non, l'entretien que Clémentine fait dans Politis, elle brasse beaucoup plus large. Là où Ruffin attaque sur les 8 millions et le SMIC, tu vois, elle aborde de manière beaucoup plus transversale et ample. On sent que c'est elle confirme donc sa candidature à l'élection présidentielle. Elle annonce qu'elle sort un manifeste pour la semaine prochaine. Ça s'appelle le 6 février. La bonne vie, c'est ça? La vie bonne, oui. Non. Je sais plus comment ça s'appelle son manifeste. La vie meilleure. Oui. La vie meilleure. La vie meilleure. Oui. Bon, enfin bref, le nom de son manifeste, c'est un peu ça le thème, mais parce qu'elle fait un meeting vendredi prochain à Paris. Oui. Au Théâtre de l'Étoile. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur ses réseaux, et elle va présenter donc ses propositions, mais là elle en donne un peu la substance dans Politis, et dans lequel on voit que elle cherche à articuler à la fois des réponses je dirais très concrètes, avec une ambition de reconfiguration du rôle de l'État, du redéveloppement de la démocratie, et une recherche de repenser la place de la France dans l'Europe et dans le monde. C'est ça qu'elle développe. Alors là, c'est sur 3 pages. Dans son manifeste, c'est sur certainement un peu plus de pages.
mais elle appréhende sa proposition politique de façon beaucoup plus transversale que ne le fait François Ruffin, sur des bases qui sont solidement de gauche, qui sont que nous connaissons, enfin je veux dire qui sont au fond issus des combats, des débats depuis ces dernières années que la gauche a pu porter. Et elle, ce qu'elle met en avant par rapport à François Ruffin, c'est l'importance de sa proposition politique unitaire, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup plus l'accent sur je veux rassembler toute la gauche et j'en ai l'expérience. Contrairement à François Ruffin, qui est une personnalité plus atypique et plus individuelle. Enfin, je veux dire, François Ruffin, il se présente souvent comme le député reporter. C'est un artiste, François Ruffin. Clémentine Autain, c'est une femme politique qui est engagée depuis 25 ans et qui s'est toujours engagée. D'ailleurs, des fois, on ne savait pas la situer, si elle était proche du PS, du PC, des Verts, insoumise. Enfin, elle a été un peu proche de toute la gauche. Et donc, elle dit « Mon expérience politique et mon expérience de vie me donnent la solidité et ancre mon désir politique. » Donc, je pense c'est ça la différence un peu aussi. C'est comme ça que moi, je perçois, parce qu'on va évidemment discuter des différences entre Ruffin et Autain, puisque tous les deux viennent de la France insoumise et donc sont très situés, très à gauche. Qu'est-ce qui les différencie? Pourquoi ces deux offres différentes? Je pense que Ruffin, il est beaucoup plus dans la dynamique. Il demande une primaire Gézère, il veut que ce soit la fête, il veut que donc quelque chose qui est de cet ordre-là. Tandis que Clémentine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solidement posé sur la base il faut que la gauche soit rassemblée et unie pour gagner en 2027. Et là où, pour prolonger ce que tu viens de dire, là où il veut une primaire Gézère, comme il l'avait dit, maintenant c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de 6 mois qu'il avait raconté ça. Mais peu importe, il le dit encore maintenant. Il le dit encore maintenant. Il veut 2 millions de votants et tout ça, enfin c'est lui qui raconte ça. En fait, c'est intéressant parce que lorsqu'il en parle dans ses vidéos, dans ses interviews, etc., en fait, il ne parle que de lui-même. C'est-à-dire que la primaire Gézère, en fait, il essaye de la susciter par la qualité de ses propositions, leur caractère choc et genre tout ce que lui va pouvoir déployer. Il dit pas, t'as entendu François Ruffin parler de comment est-ce qu'on fait avec Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, oui, mais c'est pas... même avec les écologistes. Oui, mais là, il ne parle pas du champ politique. Je suis d'accord, voilà. Mais c'est pas qu'il parle que de lui. Il ne parle pas de champ politique. Quand je dis que de lui, il parle de ses idées. Tu vois, c'est ses idées en fait qui propulsent et il a l'intention que le moteur principal en fait de ce geyser qu'il appelle de ses voeux, ce sont ses propositions. Et il attend que les autres, d'ailleurs, fassent sûrement aussi leur travail. Attends, Clémentine et d'ailleurs, et aussi Marine Tondelier, quand ils prennent la parole et qu'ils parlent de cette primaire, et Clémentine, là, par exemple, elle parle de ses propositions, elle parle de ce qu'elle a à dire. Clémentine, elle dit, bon, alors voilà, regardez le champ, regardez comment ça se passe, regardez comment on va faire en termes de stratégie politique, parce qu'il y a Glucksmann ici, nous, il y a les écolos, il y a le PS, et puis il y a Jean-Luc Mélenchon. Voilà comment elle se situe, en fait, dans cette gauche. François Ruffin, bien sûr qu'il est à gauche, mais c'est son élan en fait, je pense qu'il croit plus à sa capacité en fait à générer de lui-même en fait une dynamique politique, tu vois. Enfin, alors que Clémentine, elle est, comme tu le dis très bien, elle se voit beaucoup plus à la confluence en fait de toutes ces gauches et mais du coup elle en est aussi comment on dit elle est responsable. Enfin, je veux dire ça lui donne il faut qu'elle considère que, oui, il y a des écologistes, oui, il y a des libertaires, oui, il y a des communistes, oui, et tout ça, ça fait la gauche, tu vois, Et donc, à ce titre-là, c'est comme ça, en fait, qu'elle conçoit sa pensée, tu vois, et sa place dans, cet univers qui est l'univers de la gauche. Après, sur la question, effectivement... Je peux dire un mot juste sur ça, ce que tu es en train de dire. Oui, c'est vrai que Clémentine, elle est beaucoup plus dans l'articulation avec les autres partis, tandis que François Ruffin, mais il n'a pas de parti, il a créé un truc qui s'appelle Debout, mais enfin bon, ça n'existe pas, ce truc, enfin ça n'existe pas vraiment en tant que parti. Et il a lancé un site le soir même de sa prestation sur TF1,
qui s'appelle Nous Président, c'est ça? Nous Président, dans lequel il demande aux gens de signer pour le soutenir, pour soutenir sa candidature. Et en effet, on voit qu'il veut faire converger des énergies plus individuelles et lui-même étant plus un individu. Et en ce sens, d'une certaine manière, il y a un parallélisme avec le chemin qu'a fait Mélenchon. Depuis qu'il est sorti du Parti socialiste, où Mélenchon, il a toujours voulu tracer sa route. D'ailleurs, il rappelle souvent la phrase de Mitterrand, tracez votre chemin, monsieur. Et il dit, je trace. C'est-à-dire qu'en fait, Mélenchon, il a pas, d'ailleurs, c'est pas toujours en sa faveur. On peut pas dire qu'il ait un sens très poussé du collectif, de la discussion collective, etc., etc. C'est-à-dire que Mélenchon, il veut avancer, il est un intellectuel en politique et il réfléchit et il fait des propositions et c'est comme ça qu'il avance. Et j'avoue que je pense que c'est une limite parce que la politique, ce que j'ai tout à l'heure, c'est que c'est aussi un collectif et c'est pour avoir une force pour entraîner un pays. Et en même temps, dans ces moments de repenser, de reconfiguration, et là, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans un de ces moments de reconfiguration où il faut repenser la gauche, mais il faut repenser le monde, il faut comprendre quelle est l'extrême droite que nous avons en face à nous. C'est vrai que la puissance d'une personne qui est en action, c'est aussi un facteur de créativité qui me semble nécessaire. Donc, j'en ai vu l'intérêt et la limite pour Mélenchon. Là, pour l'instant, on en voit l'intérêt pour Ruffin. On verra comment il gérera la limite. Est-ce qu'il sera capable de la dépasser ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il sera capable de faire un collectif? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, Ruffin, il est Ruffin. Il n'y a pas, il n'apparaît pas à côté de lui un groupe. Là où Clémentine, elle est beaucoup plus dans un groupe qui est la gauche. Ruffin, il est plus un homme seul. On va voir s'il continue de la jouer ainsi ou si c'est large. Enfin, on va voir. Dernier point très rapide qu'on voulait aborder, c'est les écologistes. Alors, en préambule de cette dernière partie, quand même dire un mot de l'absence D'ailleurs, c'est à la fois dans l'interview de Clémentine qui fait 3 pages, mais aussi dans ce que raconte François Ruffin, puis globalement dans ce que raconte de la question de l'écologie. Là, vraiment, ça fait quelques mois que cette question n'existe plus. Whatsoever, on a l'impression que elle est passée au second plan. Et ce qui est un peu... Déjà, le second plan, c'est pas mal parce qu'on le voit apparaître. Alors, il est loin. Bon, ok, vraiment en fond. En arrière-plan, en lointain. Voilà. Et ce qui, peut-être dans une certaine mesure, explique aussi un peu la panade dans laquelle aujourd'hui sont les écologistes. Je dis la panade, c'est une panade relative, mais... pour résumer très rapidement ce qui s'est passé ces derniers jours, en gros, il y a des choix même ces dernières semaines, il y a des choix qui ont été faits par à la fois la direction des écologistes, mais aussi les directions locales des écologistes, de faire des listes communes pour les élections municipales, notamment avec le Parti socialiste. Il faut savoir qu'en 2020, lors des dernières... il y a souvent aussi le PC dedans et de Génération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des listes qui ont un peu la gueule de la primaire. En fait, c'est un peu... c'est pas vrai systématiquement, mais c'est quand même assez souvent ça la configuration, quoi. Il fallait voir que en 2020, dans les villes de plus de 100 000 habitants, il y avait juste une ville où il y avait dès le début un accord dès le premier tour, un accord avec le Parti socialiste. C'était clairement différent. Cette année, c'est dans la majorité des villes de plus de 100 000 habitants, notamment à Paris, mais pas uniquement. Enfin, ils ont décidé de partir ensemble dès le premier tour. Ça crispe en fait une partie des adhérents d'Europe Écologie Les Verts et de cadres aussi. Alors, savoir le degré en fait de la gronde chez Europe Écologie Les Verts, c'est un peu compliqué. Il y a une tribune qui a été signée par des dizaines d'adhérents d'Europe Écologie Les Verts, dont certains cadres. Donc c'est quand même pas négligeable. Oui, il y a 400 signatures, mais les 400 signatures ne sont pas toutes
Voilà. des adhérents. C'est pour ça qu'on ne sait pas C'est un peu exactement compliqué de de savoir, on n'a savoir, pas regardé un par un qui était. d'autant qu'on ne les Tu vois, connaît pas. plutôt qu'on les connaît pas. Enfin, voilà. Et donc, en gros, ce que dénonce cette tribune qui a été publiée dans Mediapart, c'est de dire le Europe Écologie, enfin les écologistes choisissent de s'allier avec le Parti socialiste, et c'est un choix que nous contestons, et nous ne sommes pas d'accord avec cette orientation. Parce que nous ne voulons pas être la béquille Voilà. du social-libéralisme qui permet le maintien du gouvernement en place. Voilà. Donc en fait, c'est La quand même... question de la censure. Oui, c'est ça. C'est quand même le cœur de l'affaire. C'est le désaccord stratégique sur le fait de faire une alliance avec le Parti socialiste qui n'a pas voté la censure. Puisque chacun sait que les écologistes, eux, ont voté la censure. Donc il y a eu un accord au sein du Parti écolo assez large pour voter la censure, mais par contre, est-ce que ça permet de s'allier avec les socialistes? Là, il y a un certain nombre de militants qui en font un casus belli, une ligne de fracture. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on voit Europe Écologie Les Verts qui est pris dans une espèce de contradiction, parce qu'il y a ces alliances et puis il y a ce vote qui est divergent au niveau de la censure. Il y a aussi, même au sein de la primaire, on n'en a pas parlé, mais il y a certains, la majorité d'ailleurs des tenants de la primaire d'octobre prochain d'une partie de la gauche continue en fait de dire nous on veut la primaire, que ce soit la primaire de toute la gauche sans exclusif, c'est-à-dire y compris les insoumis, et c'est le cas par exemple de Marine Tondelier. Marine Tondelier, elle dit genre il faut que genre les insoumis ça fait toujours partie de la gauche, blablabla, blablabla. Donc le procès en fait qui lui est fait en disant la direction elle a choisi d'être la béquille du Parti socialiste, je trouve à la fois pas totalement faux. Enfin, genre, je comprends en fait pourquoi il y a un tel débat qui existe. Après, la réalité aussi, c'est qu'ils ont voté la censure et que genre ils continuent de dire que la France insoumise doit faire partie de la primaire. Donc, peu importe d'ailleurs la façon dont les uns s'adressent aux autres, parce que là, ça commence à être très virulent sur les réseaux sociaux. Hein. Ça y est, ils commencent à monter dans les tours et tout le monde s'insulte. La direction du Parti Europe, Voilà. les écologistes. Il y en a de suspendre. Non pas menace, annonce qu'ils suspendront du parti tous ceux qui n'auront pas retiré leur signature d'ici lundi prochain, donc dans 3 jours, quoi. Donc, je veux dire, là, ça tape fort, quoi. Et c'est d'autant plus fort que ce sont ça intervient dans la séquence municipale, c'est-à-dire qu'il y a un désaccord sur l'alliance aux élections municipales et probablement, moi je pense qu'on pourrait se poser la question de s'ils sont d'accord avec la primaire, tous, enfin tu vois, parce que finalement s'il n'y a pas la France insoumise, est-ce que cette primaire est légitime à leurs yeux? Donc mais c'est aussi que du coup il y a des écologistes qui vont se présenter ou soutenir des listes portées par les insoumis contre les listes d'union du reste de la gauche. Alors ça sera emblématique à Paris, puisqu'il y a 2 anciens conseillers de Paris qui vont rejoindre la liste de Sophia Chikirou. Mais c'est le cas... À Avignon, la chef de file a rejoint la France insoumise et Itou pour Montpellier. Et même à Marseille, celui qui était adjoint au maire de Payan et qui était donc le chef de file des écolos à Marseille, du coup, soutient Delogu. Donc, on va avoir un certain nombre d'endroits où il va y avoir des dissidents écolos qui vont se retrouver sur les listes de la France insoumise. Mais au-delà des noms d'oiseaux en fait qui vont s'envoyer là, les menaces de suspendre ceux qui auraient signé je sais pas quoi. Enfin, en vérité, le débat il est quand même très intéressant. Enfin, tu vois, genre le débat, il a lieu d'être et de savoir en fait. Qu'est-ce que en tant que parti écologiste, où est-ce que exactement ils habitent, tu vois, genre est-ce que ils ont envie de continuer à être, tu vois, le trait d'union, comme dit Marine Tondelier, tu vois, elle s'est souvent présentée comme moi je veux être le trait d'union de la gauche. Et comme je l'avais dit dans un précédent débrief, le problème c'est que, je sais pas, tu prends le mot pique-nique, tu arrives le trait d'union, bah tu lis toujours pique-nique, quoi. T'en as pas besoin du trait d'union en vérité. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des dictionnaires, parfois, hop, ils sautent tes traits d'union. Donc, et c'est ça le problème, c'est que l'existence
nous sommes le trait d'union ne suffit pas en fait à justifier l'existence d'un parti. Donc, une fois que tu as dit ça, ouais, surtout quand tu es écolo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te rassembles sur une préoccupation qui est de l'ordre du vital, quoi. Donc, c'est clair que là, tu te dis, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la question écolo, elle a largement disparu et on n'entend plus les écologistes que intervenir sur le champ de la construction politique. Donc, avec l'habileté, parce que je pense qu'elle a une certaine habileté, Marine Tondelier, c'est-à-dire à la fois de bien ancrer les écolos du côté de la gauche, mais de ne pas rompre avec l'autre partie de la gauche. Moi, c'est une position que je trouve raisonnable. Et à vrai dire, je ne vois pas très bien comment il pourrait y en avoir une autre. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Je ne vois pas comment on peut rompre avec l'un ou l'autre. C'est-à-dire que dans l'état où nous sommes, et compte tenu de ce que nous avons à faire, battre le RN, mais aussi se réinventer, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'elle est plutôt habile politiquement. Mais c'est vrai que pour ce qui est de sa promesse de faire de l'écologie populaire, elle avait annoncé qu'elle ferait 1 million de sympathisants au parti et qu'elle ferait émerger une écologie populaire. Bah, pour l'instant, ça n'y est pas. Et ça n'y est pas. Elle s'est quand même pris un gadin aux élections européennes. Ils ont vraiment failli de passer en dessous de la barre des 5% et ne pas avoir de députés. Là, c'est chaud dans un certain nombre de municipalités et la raison d'être de leur proposition politique, elle est quand même très très fragilisée à mon avis par ce vide. C'est pas par le problème stratégique, c'est par leur absence d'identité, de proposition à mon avis sur les enjeux de recomposition écologique. Mais pour conclure, moi je pense que c'est le vide de projet qui, hélas, est en train d'éclater chez les écologistes, qui fait qu'aujourd'hui, ils s'écharpent sur des questions stratégiques. Tu vois, parce que genre, ils auraient un projet cohérent, il y aurait moins cette question. La question tactique, en plus, c'est même plus stratégique, là. Parce que genre là, ceux qui partent, genre, c'est pour aller dans... Oui, en même temps, oui, je trouve que c'est un peu dialectique ce truc, parce qu'en même temps, à l'intérieur des écolos, on sait bien qu'il y en a qui pensent qu'on ne fera pas les transformations qu'il faut sans une rupture radicale avec le monde capitaliste, et puis d'autres qui pensent que on peut y arriver avec de la régulation, avec un peu de technique et de développement scientifique nouveau, etc., etc. C'est-à-dire que on voit bien qu'à l'intérieur de la pensée, mais ils n'ont pas réussi en fait à amalgamer ça pour en sortir par le haut. Ils sont fracturés à l'intérieur, et la traduction stratégique qui les divise actuellement, en fait, elle recouvre aussi en partie le fait qu'ils ne savent pas comment prendre le sujet de la transformation écologique indispensable, quoi. On continuera à suivre la saga écologiste dans les semaines qui viennent. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end, ciao.